c'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du Gloomy Club. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage avec Caroline du compte Otzi+ Family. Cette famille belge a voyagé dans le monde entier. Kenya, Ouganda, Tanzanie, Bogota, Cambodge, Italie, Turquie. Caroline est la maman de 2 filles, dont Cléa, qui est atteinte de la maladie cœliaque depuis l'âge de 6 ans. Malgré la maladie, Caroline et son conjoint n'en démordent pas. Ils vont voyager sur les différents continents. Ils décident d'aménager un camion-van afin de disposer d'une cuisine et de pouvoir préparer de bons petits plats pour Cléa. Caroline nous raconte les différentes approches du gluten dans l'ensemble des pays et la gymnastique linguistique qu'il faut avoir afin d'expliquer les contours de la maladie dans les différentes cultures. Caroline a également créé le compte Instagram Grandir sans gluten afin de donner tous les tips et astuces aux parents d'enfants sans gluten. Je vous laisse découvrir notre discussion et vous souhaite une excellente écoute. Eh bien, bonjour Caroline, bienvenue sur le Gloomy Club. Merci beaucoup. Tu as un compte Instagram qui s'appelle Otzi+ et tu as également un autre compte qui s'appelle Grandir sans gluten. Et donc, on s'est contacté via Instagram car tu as visité pas mal de pays dans le monde avec ton mari et tes enfants. Et si je ne me trompe pas, une de tes filles est sans gluten, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai une fille aînée qui a 15 ans et qui a la maladie cœliaque. Elle a été diagnostiquée quand elle avait 7 ans, donc il y a déjà un petit bout de temps. Et voilà, on a décidé que la maladie n'allait pas entraver nos choix et entraver nos choix de vie. Donc voilà, on s'est lancé, on est parti faire un grand voyage. C'est ça. Et donc, du coup, comment ça a commencé le diagnostic pour ta fille ? Est-ce qu'elle a eu des symptômes ? Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est déroulé pour elle ? Alors, elle avait depuis quand même quelques mois souvent mal au ventre. Donc, quand elle avait 6-7 ans, elle avait tout le temps mal au ventre, surtout le soir. J'avais été chez pédiatre plusieurs fois. À chaque fois, on me disait oui, mais c'est psychosomatique, c'est là que les angoisses de séparation. Je me suis retrouvée chez un psychologue. Non, mais c'est rien, ça peut arriver. Enfin bon, après, mon cœur de maman me disait non, mais il doit quand même y avoir un autre souci. Et donc, je me suis dit c'est peut-être une intolérance alimentaire, peut-être qu'elle est intolérance au lactose ou aux œufs. Voilà, donc j'ai été chez un naturopathe qui fait donc des examens assez globaux où il teste toutes sortes d'aliments. Et là, les résultats sont revenus catastrophiques. Elle était intolérante à peu près tout, même aux carottes, au poulet, au riz, aux œufs, au lait. Et alors le gluten, les œufs, le lait, c'était le pire, avec le gluten en numéro 1. Et donc on n'avait pas testé la maladie cœliaque à ce moment-là, mais j'avais une collègue dont le fils venait d'être diagnostiqué, donc j'avais parlé de cette maladie récemment, et donc j'ai pensé à ça en voyant le gluten. Et donc j'ai demandé au médecin de faire une autre prise de sang spécifique pour les anticorps transglutaminase pour la maladie cœliaque. Et là, c'est revenu avec des scores qui explosaient tout. Et donc, effectivement, voilà, c'était ça. Alors, en Belgique, donc puisque je suis belge, pour que la maladie soit reconnue et recevoir une compensation de la sécurité sociale, il faut faire une gastroscopie. Et donc, on a fait la gastroscopie. Et là, elle était quand même déjà, les villosités étaient déjà abîmées aux 3/4. Okay. Donc voilà, et c'est vrai qu'elle était pas très grande, elle était dans les plus petites de sa classe. Voilà, donc du coup on a arrêté complètement le gluten évidemment, mais on a aussi arrêté le lait et les œufs pendant 6 mois. En fait, le reste des intolérances, c'était, si tu veux, un effet secondaire dû au fait que les villosités étaient détruites, quoi. Donc tout passait, enfin rien n'était digéré comme il faut, et donc d'où le fait qu'elle était intolérante à peu près tout, oui, voilà. Et donc après 6 mois, on a réintroduit les œufs et le lait, et ça allait beaucoup mieux. Donc voilà. Donc maintenant, c'est évidemment 100% sans gluten.
C'est ça. Quel a été un peu le ressenti avec ton conjoint justement quand le diagnostic a été posé pour ta fille? Bah, c'était un petit peu le coup de massue, hein. C'est vrai que moi, j'avais déjà Mmh. entendu donc parler de cette maladie et je m'étais dit, oh là là, les pauvres qui ont ça, ça doit être terrible. Et puis, pouf, ça te tombe dessus. Tu te dis, oh mince, elle va plus pouvoir manger un spaghetti bolo, elle va pas pouvoir faire la fête avec ses copains quand elle sera à l'UNIF, pas boire de bière, ce genre de choses. Mais bon, voilà, après on se renseigne et on s'adapte, hein, je pense. On trouve des nouveaux repères. Et c'est vrai que dans les 8 années qu'on vient de passer, il y a beaucoup de choses qui se sont développées quand même. Il y avait déjà quand même pas mal, mais il y a encore plus. Donc voilà. Et donc en fait, c'est pour ça aussi que moi j'ai créé ce blog Grandir sans gluten, parce que nous on a passé 1 an ou 2 à essayer de vraiment trouver nos repères et retrouver une vie un peu stable au niveau alimentation. Et je voulais aider les autres parents qui découvraient ça aussi chez leurs enfants à s'y retrouver plus facilement, quoi. Voilà, pour faire des shortcuts grâce au blog, quoi. Exactement. Et comment du coup vous l'avez annoncé ou expliqué en tout cas à votre fille? Ben, on lui a dit que c'était à cause du gluten, donc on lui a expliqué ce que c'était le gluten dans des mots simples, que c'était à cause de ça qu'elle avait toujours mal au ventre et que du coup ça allait aller mieux si elle en mangeait plus, que malheureusement il y avait plein de choses des choses qu'elle aimait bien qu'elle pourrait plus manger, mais quand elle a essayé de trouver des alternatives. Et bon là, c'est vrai qu'on lui a, enfin, j'ai quand même été assez, comment dire, je voulais que ça ait quand même de l'impact, donc je lui ai quand même dit les risques réels qu'il y avait si elle mangeait, si elle faisait des écarts. Je dis voilà, si à long terme tu pourrais avoir des problèmes, même des cancers. Bon voilà, ça lui a fait peur. Mais donc du coup, elle suit très très bien son régime. Et je pense qu'elle est consciente. Oui, elle est consciente des risques, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Les impacts que ça peut avoir sur sa vie. Oui, c'est ça, tout à fait. J'avais un petit peu peur de l'adolescence, puisque souvent au lycée, c'est la période la plus compliquée où il y a les écarts, parce que socialement, c'est difficile. Pour l'instant, ça va. Donc, mais comme je l'ai dit, voilà, elle est plus choquée si elle fait un écart sans le savoir, parce que c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois des accidents. Elle est vraiment mal, quoi. Donc, voilà, je pense pas qu'elle le ferait consciemment. Elle a conscience de ce que ça peut engendrer, donc elle fait attention. Oui. Et donc, du coup, vous avez pris un van il y a quelque temps et vous avez décidé du coup de voyager dans le monde entier, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'était un projet que mon mari surtout, c'était lui l'instigateur du projet au départ. Il avait ça en tête, mais depuis toujours. On se connaît depuis très jeune. Et après l'université, il s'était dit, oh non, on ferait bien un tour du monde. Puis moi, j'étais un peu plus réticente à cet âge-là, en me disant, oui, mais bon, écoute, on vient de trouver un chouette boulot, ce serait dommage de lâcher la chance. Et puis plus tard, bon, moi, ma maman est tombée malade. Et puis après, on a eu notre premier bébé. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui nous empêchait de partir. Et puis, la crise de quarantaine est arrivée et plusieurs événements aussi sont arrivés autour de nous où on s'est rendu compte, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? La vie, c'est maintenant. Les rêves qu'on a, il faut se donner la chance de les réaliser maintenant parce qu'on ne sait pas si on pourra avoir la chance d'attendre notre pension. Donc, il faut se donner les moyens de vivre notre vie, de pas être spectateur. Et donc, on a décidé de partir. Et donc on est parti en camion aménagé. Le choix du mode de transport était dirigé entre autres par la maladie de Cléa, hein, parce qu'on s'est dit il faut qu'on puisse avoir notre cuisine avec nous pour pouvoir toujours être sûr qu'elle puisse manger quelque chose sans risque, quoi. Donc on a aménagé un camion pendant 1 année et puis on est parti. Donc on est parti pendant 18 mois. On a fait un tour d'Afrique, de l'Est et Austral, et puis un tour d'Europe. Donc, Afrique de l'Est et Austral pendant 7 mois, Europe pendant 7 mois. Et puis, oui, on a fait aussi l'Amérique latine, mais en sac à dos pendant 2 mois. Et on a été en Asie, au Cambodge aussi pendant 1 mois en sac à dos. Enfin, un petit peu moins d'1 mois.
Bah, c'est chouette. Ça, les photos donnent envie sur le compte Instagram. Ouais. Du coup, en fait, entre tous ces pays et puis ces zones géographiques surtout, ces différentes cultures, est-ce que toi, tu as eu justement différentes impressions du sans gluten dans l'ensemble de ces pays et de ces régions du monde? Oui, tout à fait. Alors, en Afrique de l'Est surtout, ils connaissent très très peu le souci du gluten. On trouve dans les grandes villes, dans les supermarchés, des pâtes sans gluten, par exemple, même des mix pour faire des gâteaux, ce genre de choses. Mais les gens ne sont pas du tout informés. Par contre, ils sont de bonne volonté quand on leur explique. Ils écoutent, etc. Mais bon, parfois ils savent pas. Et donc, on a déjà eu une fois un accident, par exemple au Kenya, où en fait, c'est souvent le cas dans beaucoup de régions du monde. Ils cuisent la viande dans de la sauce soja, en fait. Et voilà, la première fois, je me suis fait avoir parce qu'on avait juste demandé de la viande grillée sans rien, sans épices, sans rien. Oui. Puis je vois cette viande arriver un peu trop brune à mon goût, mais je dis mais qu'est-ce que vous êtes sûr, vous n'avez rien mis? Non, rien. Enfin, juste un peu de sauce soja. Oui, juste un peu de sauce soja. Oui, mais bon, justement, c'est ce qu'il faut pas. Donc bon, voilà, on a eu 2 fois le coup. Bon, cette fois-là, elle avait pas encore mangé, ma fille, donc ça a été. Mais il y a une autre fois où, en fait, on s'est rendu compte du problème. La deuxième fois, on a été à cet endroit-là, donc elle avait déjà mangé. Mais bon, c'est les aléas. Mais donc je disais en Afrique, ils connaissent pas grand-chose. Par contre, en Afrique australe, là, c'est beaucoup plus développé, et donc il y a beaucoup plus d'offres. Il y a des pains, des pâtes, des biscuits. Enfin, on trouve vraiment de tout, comme on trouve pas toujours très facilement, mais en France ou en Belgique, ça se trouve, quoi. Donc voilà. Par contre, ils sont aussi en Afrique australe quand même assez bien au courant dans les restaurants, par exemple. Donc voilà. Donc là, ça va pour l'Afrique. Et pour l'Europe, globalement, je dirais qu'ils sont quand même bien informés. Évidemment, le paradis, ça reste l'Italie et l'Espagne, où là, ils sont vraiment super bien informés et on peut vraiment y aller tout à fait librement et vivre tout à fait normalement. Après, on a fait la Turquie pendant 2 mois et là, toujours on peut trouver des pâtes, des farines. Ils sont pas très bien informés au niveau de la population, mais par contre, l'alimentation est naturellement très pauvre en gluten. Voilà, donc ils vont manger des trucs assez du poisson avec de la viande, des légumes, et donc tout ça sans gluten, sans cubes de bouillon industriel. La nourriture n'est pas très industrialisée en fait, donc du coup les risques sont beaucoup moindres. Donc voilà, globalement c'était plutôt positif quoi comme retour. C'est chouette. Et du coup, en Asie, en Amérique latine, même constat également? Alors, en Asie, en Amérique latine, en Asie, on pourrait croire que c'est facile parce que c'est surtout du riz, des nouilles, de riz, des choses saines aussi. Mais par contre, ils utilisent beaucoup de sauce soja, de sauce poisson, de sauces qui peuvent contenir du gluten. Et donc là, ce qui nous a sauvés, puisqu'on était en sac à dos, donc on était obligé d'aller au restaurant 3 fois par jour, parce que, enfin voilà, là-bas surtout, c'est moins cher d'aller au restaurant que de faire tes courses et cuisiner dans un Airbnb, par exemple. Mais donc, ce qui nous a sauvés là, c'est Google Translate. Et alors, je sais pas si tu connais le site celiactravel.com. Oui, je connais. Oui, voilà. Et donc là, ils ont donc une une fiche qui explique la maladie cœliaque pour les restaurateurs dans toutes les langues, dont en khmer, la langue du Cambodge. Donc, on montrait à chaque fois ça. Et je rajoutais pas de sauce soja, pas de sauce poisson, avec Google. Et donc, en gros, oui, on demandait toujours un morceau de viande grillée avec des légumes vapeur et du riz, quoi. Donc, voilà. Et en Amérique latine, là aussi, en fait, ils mangent presque pas de gluten, tout est à base de maïs. Donc ça, c'était chouette parce que même les vendeurs de rue, ils vendent des espèces de petits beignets, des saltenas ou des empanadas qui sont pour la plupart en fait à base de maïs. Donc de nouveau, il faut bien demander. De nouveau, merci celiactravel.com pour la traduction en espagnol. Mais de nouveau, il faut faire attention parce que les gens disent mais non, mais parfois ils comprennent pas le problème. On a eu le coup une fois où on avait demandé, oui, est-ce que c'est bien du maïs? Oui. Mais en fait, après, on s'est rendu compte qu'elle parlait juste de l'intérieur du beignet. Mais le beignet en lui-même était au blé, quoi. Et on trouvait que la texture était bizarre. L'aspect semblait quand même pas être du maïs. Mais bon, voilà.
on a fait confiance et du coup ma fille les a mangés, mais bon, voilà, c'est un accident quoi qu'il y a eu. C'était le plus gros accident, je pense qu'il y a eu. Mais bon, globalement, sur tout le voyage, je pense que ça s'est bien passé parce qu'après environ 1 an, on est revenu en Belgique et on a fait la prise de sang annuelle de ma fille, parce qu'elle fait chaque année, elle est suivie et on vérifie et la prise de sang était nickel, quoi. Donc c'est que ça nous a rassurés, quoi, en disant bon ben voilà, c'est que ça s'est bien passé. Comment ça s'est passé un peu le cheminement en fait pour partir, parce que du coup il y avait le choix du camion aménagé avec une cuisine. Est-ce que justement en amont vous avez fait des recherches sur les pays où vous alliez? Comment ça s'est déroulé? Alors comme justement on avait notre cuisine et qu'on avait quand même un assez grand véhicule, on a pris beaucoup de réserves de farine, de pâtes et de pain. Tu sais, on a des pains un peu sous vide disponibles en Belgique qui ont une longue durée de vie. Donc, on en a pris. J'avais fait mes calculs pour en avoir jusqu'à la date de péremption et pas plus, pas moins. D'ailleurs, je m'étais fait sponsoriser par Char. À ce moment-là, il m'avait envoyé toute une caisse. Ouais, c'était chouette. Toute une caisse de farine qu'on a pris avec nous. Et puis je m'étais dit, on va quand même toujours trouver du riz, et des légumes, quoi, et des œufs, du lait, et ce qui a été effectivement le cas. Donc me renseigner en amont, je m'étais pas tellement renseignée parce que je savais que j'avais ce backup, quoi. Par contre, pour les pays en sac à dos, là, je m'étais renseignée plus. Mais bon, on a fait aussi le pari de dire, si on explique bien, quand même, normalement, partout, on devrait pouvoir s'en sortir. Et je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas. C'est juste que ça s'improvise peut-être un peu moins facilement au jour le jour, quoi. Tu vois. Parfois, on passe un peu plus de temps à chercher des restaurants pour aller quelque part où on a confiance, parce qu'on le sent tout de suite quand on discute avec quelqu'un, s'il comprend rien ou s'il a l'air de se soucier de ton problème. Donc voilà. Donc parfois, on passait du temps à tourner, mais bon. Il y avait toujours une solution. Oui, il y avait toujours une solution. Et du coup, ça a été une source de stress ou pas, justement, de gérer l'alimentation en voyage? Est-ce que ce projet que ton mari avait depuis longtemps, est-ce que vraiment la maladie cœliaque a été une source de stress et de se dire, bon, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas, justement? Non, honnêtement, non. Comme je disais, voilà, on savait qu'on avait ce backup-là. Et puis pendant le voyage, c'est vrai que le restaurant qu'on faisait, on a appris à savoir ce qu'il fallait, à quoi il fallait faire attention, quoi. Donc on a appris à savoir à quoi il fallait faire attention. Est-ce que ta fille s'est posé des questions également sur la gestion du gluten en voyage, que ce soit dans les différents pays ou même, tu vois, dans le van? Oui. J'étais quand même beaucoup là pour assurer les arrières, on va dire. Mais bon, quand on faisait des courses, elle venait avec, elle regardait s'il y avait des choses sans gluten, elle regardait bien les étiquettes. Je pense que ça lui a quand même appris aussi une certaine autonomie. Voilà, maintenant, de nouveau, elle savait aussi, au pire, que je pouvais lui préparer quelque chose. D'ailleurs, c'est déjà arrivé qu'on aille dans un restaurant et puis en fait, c'était des tout petits restaurants où le menu était déjà fait, et les gens savaient pas trop ce qu'il y avait dedans. Donc, elle a dit non, mais alors, excusez-moi, mais je vais aller cuisiner quelque chose pour ma fille dans le camion, et puis elle viendra manger ici avec nous. Et voilà, en général, les gens n'ont pas de problème avec ça. Ils comprennent bien que, voilà. Alors, c'est vrai que souvent, je commence pas à expliquer. Quand je vois que c'est compliqué, avec la langue, par exemple, alors je préfère parler d'allergie. Comme ça, les gens, ça a plus d'impact pour certaines personnes. Du coup, ils ont peur. Ah non, je veux pas qu'elle se retrouve à l'hôpital. Mais comme ça, voilà. Mais honnêtement, on n'a jamais eu d'expérience négative avec des gens qui voulaient pas faire un effort ou qui disaient, qui minimisaient le problème. Ou non, on n'a jamais eu de soucis. À ce niveau-là, quoi. Donc, ouais. Et du coup, c'est quel pays pour toi t'as le plus impacté justement dans son approche du sans gluten, mais aussi des personnes justement que tu pouvais rencontrer dans des restaurants et qui étaient hyper ouvertes à cuisiner exprès justement pour sa fille? Alors, bon, je vais pas mentionner peut-être l'Italie, puisque bon, je pense que tout le monde,
J'espère que tout le monde sait que c'est super pour le sans gluten. Et s'il y a des gens qui écoutent qui ne le savent pas, il faut absolument qu'ils y aillent. Hein. C'est quand même proche, donc et facile. Après, dans des destinations un petit peu plus lointaines, je dirais la Turquie. Le peuple turc est tellement gentil, tellement accueillant. Ils se plient en quatre, ils font tout pour que tu sois content. Et oui, voilà, même si c'est pas quelque chose qu'ils connaissent, comme ça peut être le cas en Espagne, eh bien, ils t'écoutent et voilà, ils vont tout faire pour t'aider, quoi. Ouais. Non, c'est super. Et justement, quand par exemple tu étais en Afrique et que tu rencontrais différentes cultures, est-ce que même quand vous parlez pas forcément la même langue, est-ce que quand on t'offre justement de la nourriture, tu arrives justement à leur expliquer que une de tes filles peut pas en manger, si tu sais pas ce qu'il y a dedans, comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. De nouveau, on expliquait, hein, on expliquait. Et puis, s'il y a des gens qui insistaient, après, pour être poli, on prenait, mais elle mangeait pas. Voilà. Et alors, bon, voilà, ou alors elle nous donnait discrètement pour pas vexer la personne. Quoi. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'on demandait bien à chaque fois qu'est-ce qu'il y a dedans. Vraiment en demandant qu'ils expliquent. Parce que parfois, c'est pas suffisant juste de dire il n'y a pas de farine, il n'y a pas de blé, il n'y a pas d'orge, il n'y a pas... Parce qu'ils se rendent pas compte. Comme l'histoire de la sauce soja. Voilà. Ils se rendent pas compte que ça, c'est du gluten. Donc, c'est mieux de leur demander comment est-ce que c'est cuisiné, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que justement, ce projet, il a permis à ta fille de se rendre compte que malgré la maladie, on peut voyager, on peut faire plein de projets et que c'est pas du tout un frein? Oui, je pense, quoi. Ça, c'est clair. Hein. C'est un bel objectif d'atteindre. Donc, ouais, tout à fait. Ouais, c'est chouette. Et du coup, donc là, vous avez voyagé donc pendant 18 mois. Donc là, vous êtes installés en Afrique du Sud, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, ça fait quelques mois quand on est arrivé. Ouais, et du coup, pareil, l'approche sans gluten, parce que du coup, tu me disais que vous allez vivre plusieurs années en Afrique du Sud. L'approche du sans gluten en Afrique du Sud, comment ça se passe? Écoute, c'est bien, c'est franchement chouette. On trouve aussi de tout dans les supermarchés. L'Afrique du Sud, c'est très développé comme pays, donc on trouve de tout. On trouve même des choses qu'on ne trouve pas en Europe. Enfin, en tout cas, que moi, je ne trouve pas en Belgique, genre des pains pour faire des comment on dit, des hot dogs ou des pains un peu sandwich un peu mous comme ça. Il y a une belle offre de produits sans gluten. Dans les restos, ils sont quand même vachement au courant. Il y a aussi des restaurants qui offrent des options gluten-free. Par exemple, la semaine passée, on a été dans un Italien. Là, ils disent qu'ils font des pizzas sans gluten et ils font des pâtes aussi sans gluten. Mais bon, de nouveau, là, j'ai vraiment été discutée. J'ai vraiment demandé à la dame qui prenait commande. J'ai vraiment expliqué le problème. J'ai dit oui, mais est-ce que c'est bien préparé à part? Est-ce que c'est cuit dans un four séparé ou est-ce que vous le nettoyez? Comment ça se passe? Il m'a dit je vais quand même vérifier avec le chef. Et le chef m'a appelé, il m'a amené à la pizzeria, enfin là où ils faisaient vraiment les pizzas. Et quand j'ai vu, il m'a dit oui, c'est peut-être un peu risqué puisque même si je prépare sur une autre assiette, il y a quand même de la farine qui vole. Et puis je voyais le pizzaiolo, les mains pleines de farine et qui prenait tous les ingrédients. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, écoutez, on va pas prendre le risque. Et j'ai dit oui, ben voilà, il m'a dit oui, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir parce que je voulais pas commettre d'impair. Alors du coup, on a parlé des pâtes et de la sauce aussi, parce que c'est bien de dire c'est des pâtes sans gluten, mais si tu mets de la béchamel, ça va pas aller. Donc, bon. donc voilà. Donc là, on a discuté. Bon, finalement, elle a pris des pâtes. Bon, après, ma fille, elle était un peu déçue parce qu'elle avait envie de manger une pizza, mais bon, voilà, je lui ai dit que j'en ferais à la maison. Bon. Tout à l'heure, tu disais qu'elle avait des examens tous les ans. Est-ce que du coup, son suivi va se faire en Afrique du Sud? Est-ce que vous allez rentrer en Belgique? Comment ça se passe? Oui, on prévoit de rentrer une fois par an en Belgique et on le fera à ce moment-là, je pense. Ouais. Parce que c'est quand même mieux, je trouve, d'aller dans le même hôpital, quoi, qui a son historique. Son dossier. Oui, tout à fait. Comme ça, on voit un peu l'évolution, si ça reste toujours bien bas ou bien si ça a augmenté tout en étant dans les niveaux souhaités. Mais donc voilà, oui. Trop chouette.
On arrive à la dernière partie du podcast, donc la gloomy party. J'ai 3 petites questions à chaque fois à poser. Donc c'était le plat préféré de Cléa en sans gluten. Alors c'est du hachis parmentier. Donc on aime c'est oui voilà c'est ça aux épinards. La petite touche de légumes. Oui voilà. Quel est ton aliment sans gluten à absolument avoir lorsqu'on voyage? Alors, je dirais de la farine. De la farine, parce qu'on peut tout faire avec la farine. Si maintenant on n'a pas l'occasion de pouvoir cuisiner, si on voyage plus sac à dos ou hôtel, peut-être quand même prendre une réserve de pain, si possible, juste pour pouvoir juste trouver ses marques dans le nouveau pays. Soit de voir s'il y a du pain là-bas ou alors juste manger différemment. C'est ce que nous on avait dû faire en Afrique. On trouvait absolument pas de pain. Et même si j'avais pris de la farine, faire du pain ça prend du temps. Et donc on a changé notre façon de manger. On mangeait plutôt des crêpes le matin, ce qui est chouette aussi. Ou alors tu peux faire du riz au lait à l'avance, ou bien on faisait à midi on mangeait plus des salades avec des légumineuses puisqu'il n'y avait pas de pain. Enfin voilà, donc il faut un petit peu s'adapter à ce qu'on trouve. C'est ça, exactement. Et ton compte Instagram préféré sur le sans gluten? Alors moi, donc je dirais c'est Gallipoli Gluten Free. Ah, je connais pas celui-ci. Oui, Gallipoli et donc c'est une Belge qui est très active dans la société belge de la cœliakie et qui partage ses recettes, ses découvertes, etc. Et je trouve ça très chouette. Trop bien. Elle donne des bonnes idées, quoi. Je vais aller regarder un peu. Voir ça. Alors. Ça marche. Et écoute, merci beaucoup Caroline, en tout cas d'avoir partagé ton histoire et celle de Cléa. Merci à toi de nous avoir invités merci pour ce que tu fais. Ton très chouette travail avec les podcasts, c'est vraiment cool de pouvoir entendre comme ça l'expérience de chacun sur différents points de vue, différents aspects du problème du sans gluten. Donc c'est chouette de pouvoir mettre au courant le plus possible la communauté des possibilités qui existent pour vivre avec ce souci le plus normalement possible. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you